Hello, hello, bonjour, bonjour à tous, bonjour Jennifer. Bonjour. Quel plaisir, quel honneur de recevoir Jennifer Ayunakin. J'ai Ouais, bien prononcé. oui, oui, ça va. Ça va. Voilà, de Connexus. Donc, Jennifer, je vais te laisser te présenter. En tout cas, Mhm. aujourd'hui, on aura un échange nourri, construit. J'ai prévu quelques questions parce que je pense que ton profil et ton parcours est hyper intéressant sur la thématique du jour. Voilà, définir son positionnement et son offre. Euh, voilà, en tant qu'entrepreneur. Alors, juste une petite introduction. Bonjour, bonjour à tous. Alors, il y a un petit chat où vous pourrez poser vos questions si vous en avez. Vous avez aussi un petit espace questions. Ce webinaire, vous allez recevoir du coup le replay à la fin de cet échange. Et puis, voilà, moi j'aimerais bien quelque chose d'assez convivial. Je suis très content, Jennifer, que tu sois des nôtres aujourd'hui. Pourquoi même si sans tout dévoiler, puisque je vais te laisser te présenter, mais parce que j'aime bien l'idée d'avoir les deux casquettes. Tu es entrepreneur, donc du coup, tu pourras nous témoigner, toi, en tant qu'entrepreneur, le parcours que tu as dû prendre pour définir ton positionnement et ton offre. Et puis, dans ton quotidien, ben, tu rencontres, tu accompagnes des personnes qui sont en quête de sens. Et du coup, ça, ce sera aussi intéressant parce que tu as pu observer, tu as pu accompagner, tu es formé sur cela et tu pourras nous dire aussi peut-être ben, ce que tu ressens, toi. Alors, tu es en Guadeloupe, nous, notre communauté, elle est Martinique-Guadeloupe-Guyane. Ben, voilà, ce que tu Je ressens, suis des conseils. Paul, là. Ah, tu es en métropole en plus en ce moment. D'accord. C'est beau, c'est beau. Voilà, sans frontières. Voilà, voilà, les signaux faibles, des conseils, des astuces que tu peux aussi donner, puisqu'on a pas mal de personnes qui sont connectées aujourd'hui et qui réfléchissent à se lancer et qui se posent des questions voilà, pour le lancement. Voilà. Parole à toi, Jennifer. Ouais. Est-ce que tu peux voilà, te présenter Je vais me en présenter quelques mots, rapidement. nous dire qui tu es? Ouais. Donc, moi, je suis Jennifer Aïlou-Naquin. J'ai 37 ans, donc je suis mi-vieille, comme on dit. Je suis originaire de Guyane. Je suis arrivée en métropole quand j'étais petite. Je D'accord? suis retournée un peu plus tard, enfin, première année de bac pro. Et ensuite, ma formation métier, le métier que j'exerce aujourd'hui, je l'ai fait en Guyane. En fait, D'accord? c'est je tiens à donner ces informations parce qu'elles sont toutes importantes en réalité, parce que c'est une histoire qui fait que ben, aujourd'hui, je suis là à accompagner des personnes et particulièrement des femmes, en fait, tout simplement. D'accord. OK. Donc, France, Guyane, France, Guyane. Ma maman est originaire de Guadeloupe, mon papa à moitié Martinique. Bon, bref, un super OK. combo. Ouais. Et voilà où j'en suis. J'ai grandi dans le 93 quand même, donc je parle wesh wesh OK. aussi. Donc, OK. non, je plaisante. Mais bon, blague à part, je suis. Mon parcours professionnel, j'ai été beaucoup attirée par les milieux aéroportuaires quand j'étais jeune. J'ai OK. fait de la vente. J'ai choisi des études. C'est pas des études, j'ai été au bac en réalité. Ouais. OK. J'ai eu un bac pro service accueil, le plus facile pour moi. J'avais pas envie de me OK. mettre en difficulté. OK. J'avais compris qu'un bac, c'était un bac, hein. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et quelques années plus tard, enfin quelques années, quand j'ai été enceinte de mon fils, donc j'avais déjà ma fille, Mmh. je me suis demandé qu'est-ce que je ferais de ma vie D'accord. professionnelle. Et ce qui se passait, c'est que, étant en métropole, on a souvent des membres de la famille, qui viennent en métropole faire des formations ou autres ou quoi. Et comme j'ai grandi ici, évidemment, on me demandait de l'aide, du soutien, où est-ce qu'il faut s'adresser pour tout et tout. Heu, D'accord. c'est quelque chose que je savais aussi faire, Ouais. parce que j'étais aussi Naturellement. en situation, voilà. Oui. Heu et du coup, on m'a dit: «Bah, tu sais, Jennifer, il existe une formation de conseillère en insertion». Ouais. J'ai dit: «Ah ouais?» J'ai fait les démarches en France et D'accord. manque de peau, pas de place en formation. Aïe. J'ai vu qu'en Guyane, ils la faisaient. J'ai appelé la Guyane, ils m'ont dit: «Oui, on l'a fait, mais on va vous mettre sur les listes d'attente et tout le tralala». J'ai dit: «C'est pas grave», j'ai pris mon billet d'avion, mes 2 enfants et je suis partie en Guyane. Heu, D'accord. ils ont vécu un harcèlement moral avec moi. Je les ai clairement harcelés pour rentrer en formation. Je suis rentrée en formation, j'ai eu mon diplôme. Malheureusement, j'avais pas trouvé de poste qui m'intéressait à l'époque D'accord. OK. et je suis revenue en métropole
et c'était en 2011. Et je suis arrivée le 15 mars et mon premier contrat a été signé le 9 avril. J'ai pas eu besoin de chercher. En tant que salarié, hein, là. Oui, en tant que ça. salarié. En fait, clairement, pour être honnête, je n'ai jamais pensé à un moment donné que je serais là aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. D'accord. C'était pas ma vocation. Je me suis pas dit, je vais me faire des pépettes. Pas OK. Moi, quand j'ai fait ma formation, je voulais travailler au Pôle emploi ou à l'armée. OK. Voilà, c'était l'objectif. D'ailleurs, je l'ai fait. J'ai atteint mon objectif. J'ai travaillé au Pôle emploi. Je me suis spécialisée. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et ensuite, je suis partie au bout de 5 ans. On ne m'a pas licenciée, je précise. On ne m'a pas licenciée. Tout allait très bien. Je n'ai pas démissionné non plus. J'ai fait une demande de rupture conventionnelle. Ouais. Voilà. Et après, j'ai créé Connexus. Et donc, tu vas présenter un petit peu ce qu'est Connexus. Et c'est pas clair pour moi, du coup, tu fais la navette ou tu es plus dans l'Hexagone aujourd'hui ou... En fait, avant, je faisais la navette. Ouais. Sauf que, on va pas faire de politique. Hein. Ça, c'est un peu... je ne suis pas vaccinée, je n'ai pas envie de me faire vacciner et je ne compte pas me faire vacciner. Donc, j'ai mis en stand-by le projet en sachant que j'espère qu'on n'aura plus l'obligation vaccinale et du coup, j'espère retourner en Guyane régulièrement dès le mois de janvier. C'est prévu en tout cas. Après, la Martinique, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'échanges, mais j'ai jamais donné suite spécialement. C'était pas ma cible en soi. Ouais. OK. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu des quelques mots sur Connexus, du coup, ton entreprise? Connexus est un organisme de formation. C'est la base. C'est un organisme de formation certifié Calliope. D'accord. Et on ne fait uniquement que des bilans de compétences pour les femmes. D'accord. Des accompagnements pour les femmes. J'ai commencé à faire tout public, mais j'ai plus envie. J'ai envie d'être un peu pro-femme, donc je n'accompagne que les femmes. OK. Très bien. Bon, c'est génial. Tout le monde sait maintenant qui tu es et moi, j'en sais plus. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on adresse aujourd'hui cette thématique de la définition de son positionnement et son offre, comme j'ai dit, sur la double optique. L'optique où toi, tu es dans le rôle de celle, entre guillemets, qui aide, notamment sur ces aspects-là. Et puis, de faire un petit peu son autodiagnostic pour savoir un peu, toi, comment ce chemin s'est fait. Peut-être qu'on peut commencer par, du coup, la deuxième partie, c'est-à-dire toi, puisque tu nous as dit en introduction que tu n'imaginais pas du tout la voie de l'entrepreneuriat au départ, et finalement, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Avant de parler de la logique positionnement et offre, et puis on a déjà vu que c'est quelque chose où tu as un avis assez arrêté, puisque tu dis que je vais faire que du bilan de compétences que pour les femmes. Donc là, pour le coup, c'est un positionnement assez fort. Avant de parler de ça, est-ce que tu peux, du coup, me redonner un petit peu la genèse, parce que j'imagine que tout se passe bien en tant que salarié. On a bien compris que tu n'as pas démissionné, qu'on ne t'a pas licencié, et pourtant, à un moment donné, tu fais le grand saut. Est-ce qu'on peut revenir sur ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel état psychologique tu es? Qu'est-ce qui fait que tu te dis je me lance à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce contexte? Parce qu'on a pas mal de gens dans la communauté qui sont dans cet entre-deux. Et c'est toujours intéressant de partager ces histoires-là parce que ça permet de voir, de se dire tiens, ça ressemble à ce que je ressens, ou au contraire, c'est pas du tout moi, etc. Comme j'expliquais, je travaillais au Pôle emploi. J'étais conseillère pour les licenciés économiques, donc les CSP, depuis plusieurs années. Ça se passait hyper bien. L'avantage avec le CSP, c'est qu'on a l'impression d'aller au bout du projet. Parce qu'on a peu de personnes en portefeuille et on les accompagne réellement pendant 1 an. Donc ça, c'était génialissime. Et vos conditions de travail, moi, j'habitais en région parisienne à l'époque. C'était un peu galère, les transports, tout ça. Et se faire muter près de chez moi, c'était aussi compliqué. Donc, il y avait ça aussi. Et en fait, pour expliquer un peu, c'est qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, en fait. Je commençais à m'ennuyer un peu. Il me manquait un peu de choses parce que malgré tout, travailler au Pôle emploi, on fait de l'insertion professionnelle. On ne fait pas d'accompagnement social. Et en fait, quelqu'un qui va travailler, s'il a une problématique sociale,
on peut l'orienter, mais il faut les connaître, les organismes et les institutions. Et en fait, on ne s'occupe pas de ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai quitté Pôle emploi, j'avais fait une demande pour faire une formation qui a été validée. J'ai décidé, je n'ai pas fait de bilan de compétences, je n'ai pas contacté un conseiller en évolution professionnelle, et j'ai décidé de faire une formation qui s'appelle le CAFERUIS pour être chef de service socio-éducatif. Okay. J'ai commencé ma formation à un niveau intéressant, c'était un niveau master, donc ça me permettait aussi d'avoir un grade supérieur, enfin un niveau supérieur par rapport aux études. Moi, je gagnais tout en fait. Et quand j'ai commencé ma formation, ça allait très très bien. Mais j'ai travaillé mon stage s'est déroulé dans un foyer pour enfants, placé par l'aide sociale à l'enfance. Et pour le coup, la priorité de ce foyer, peut-être que je ne suis pas tombée dans la bonne société, je ne sais pas. Ouais. La priorité était de faire en sorte que les enfants placés soient scolarisés, soient nourris, logés, blanchis, qu'ils se sentent bien. Enfin, ils traitaient l'instant présent. Et en fait, ces enfants-là, après 18 ans, ils ne peuvent plus rester au foyer. Et en fait, ce qui me manquait, c'était, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gosses? Bon, OK, il y a des relais parfois, mais des fois, il n'y en a pas. Et si ces enfants-là, on ne travaille pas sur un projet de vie, eh ben voilà pourquoi il y a beaucoup d'SDF qui sortent de l'aide sociale à l'enfance ou autre. Donc, du coup, ça ne me plaisait pas. Et du coup, j'avais déjà démissionné de Pôle emploi. Enfin, j'avais déjà fait ma rupture conventionnelle, j'étais déjà partie. Et j'ai abandonné ma formation. Je me suis dit, non, mais Jennifer, c'est pas ce que tu veux faire. Et honnêtement, je me suis dit, bon, ben, je vais me mettre auto-entrepreneur en attendant, je vais me réfléchir un peu. Et j'ai créé un statut sans me dire, bon, ben, je vais faire ça ou quoi. Et en fait, on m'a proposé une mission qui était de former des jeunes sur le projet pro. Et en fait, c'était des jeunes qui avaient entre 18 et 25 ans, non, 16 et 25 ans, qui étaient orientés par la mission locale, mais avec des problématiques. Donc là, c'était social et professionnel. Et du coup, bon, c'était des jeunes qui venaient de tous horizons. Hein. Ça pouvait être des jeunes. J'ai eu un jeune avec un bracelet électronique. J'ai eu des jeunes qui venaient de l'Afghanistan. J'ai eu vraiment pas mal de jeunes. Et du coup, je pouvais faire enfin ma mission. Et du coup, j'ai continué auto-entrepreneur. J'ai fait pas mal de choses. Mais j'avais vraiment envie de faire. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'était une prestation qui durait 4 mois, 4-5 mois. Donc, au bout d'un mois, en 4-5 mois, un jeune qui n'a pas forcément une bonne élocution en français, qui a peut-être fait reconnaître ses diplômes, mais qui n'a pas de formation ou autre, en 4 mois, on ne peut pas faire de miracle. Hein. Je comprends. Donc, du coup, je me suis dit, les bilans de compétences, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai été prestataire pour un organisme. Ça allait moyennement. Ensuite, j'ai travaillé également pour un autre organisme de formation. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, il me doit de l'argent. Et je me suis dit, je pense que je n'ai jamais mieux servi que par soi-même. C'est exactement ça. Et je me suis dit, bon, c'est mon savoir-faire, c'est mon savoir-être, ce sont mes savoirs. Donc, j'ai fermé ma petite micro-entreprise et j'ai créé Connexus. Et comme j'étais absolument déterminée à mettre en place des bilans de compétences, et ben, du coup, j'ai créé Connexus à ma manière, ma méthode, et ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, j'ai créé Connexus. Ok. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis parce que de ce que je comprends, c'est que tu as, dans ton évolution, commencé à comprendre des choses qui ne te correspondaient plus. Tu as aussi eu des expériences où là, tu t'es posé la question du sens, notamment quand tu parlais de ces enfants puis adolescents qui, malheureusement, à 18 ans, vont être un petit peu laissés pour compte et ça te posait vraiment un problème de sens. Et tu as eu finalement une expérience dans les organismes de formation où tu t'es dit effectivement que le bilan de compétences répondait à une vraie problématique, mais où finalement, ce n'était pas fait comme tu pensais qu'il faudrait le faire. En tout cas, tu avais déjà une approche personnelle, individuelle qui commençait à se constituer dessus. Et tout ça, ça t'a amené finalement à te dire qu'il fallait te lancer. Donc, c'est vraiment un parcours. Est-ce que quand tu te lances aujourd'hui pour être dans la thématique, est-ce que tu as déjà conscience qu'il faut un positionnement
une offre forte, quand tu te lances, si on se met de façon rétrospective, est-ce que tout de suite, tu as été sur quelque chose de ciblé ou pas du tout? Comment s'est passé ce processus? Et toi, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent par rapport à ce voyage que tu as fait dans l'entrepreneuriat? Si c'est à refaire, qu'est-ce que tu aurais potentiellement refait différemment? Alors, c'est beaucoup de questions. On va les refaire une par une après. Ouais. Non, en fait, c'est clairement un voyage, je suis d'accord. C'est une aventure qui a été riche. En fait, ce qu'il faut faire, je pense, c'est surtout diagnostiquer à chaque fois, faire un autodiagnostic. Ça, c'est important de toujours se remettre en question sur ce qu'on veut faire. Connexus, ça existe quand même depuis janvier 2020. Ce n'est qu'en 2022, donc cette année, Ouais. et quand je dis 2022, c'est genre mars, Mhm. que j'ai décidé que ce serait que les femmes. Pourquoi? D'accord. Parce que je me fais moi-même accompagner sur l'essence de marque. Je me fais moi-même accompagner sur l'image. Moi-même, je suis accompagnée à faire ressortir des choses que je veux réellement mettre en place. Parce que vous savez, quand on crée un organisme ou quand on se met indépendant, on a souvent tendance à se dire « Ah, mais je peux faire ça, je sais faire ça, je peux faire ça. » Quand j'ai créé, au début, je me suis dit « J'ai même accompagné des personnes à trouver des logements en région parisienne quand même. » D'accord. Une difficulté. Mhm. J'aide les gens à faire des CV, j'aide des gens à faire une lettre de motivation, une simulation d'entretien. Je faisais un peu de tout, Mhm. mais rien qui ne me plaisait. J'ai mis en D'accord. place des formations en hygiène alimentaire pour tout public, alors qu'à la base, les agréments, je les ai eus pour un public, Mhm. mais je n'ai jamais exploité dans ce sens. Et en Mhm. fait, tout ce truc-là, on évolue si on ne réfléchit pas. Et si on réfléchit, si on se pose, Mhm. on va forcément affiner. C'est comme un entonnoir, en fait, ça s'affine. Et Alors, aujourd'hui, je j'en t'en suis là. prie. Ouais. Alors, aujourd'hui, quand on t'écoute, on sent que c'est la bonne direction. Maintenant, si je me fais l'avocat du diable, finalement, quand on commence, on se dit, bon, oula, on a coupé le cordon. En plus, moi, je vois, tu dis, bon, Pôle emploi, hop, a priori, si tu fais bien ton travail, a priori, on va pas frapper à ta porte pour te dire, bon, désolé Jennifer, le mois prochain, c'est terminé. Donc, tu décides toi-même de t'auto-couper le cordon. Donc, tu arrives à un moment donné où tu dois aussi psychologiquement te dire, bon, comment je vais faire pour réussir à vivre. Tu es maman, donc aussi, tu as cette responsabilité-là. Et du coup, ça paraît assez naturel de se dire, je prends un petit peu tout ce qui passe, quoi. Voilà. Ouais, c'est une stratégie à Voilà. avoir. Voilà. Et pourquoi tu penses que ce n'est pas la bonne chose? Bon, je vais être très paradoxale. Ouais. Mon exemple en fait, moi, ma vie, si tu veux, pour t'expliquer, je me sers de ma vie en tant qu'exemple. D'accord. Ce que j'ai fait moi, je dirais que c'est un risque et il faut avoir la tête solide pour Mhm. tenir. Mhm. Parce que je suis maman célibataire, j'élève seule mes enfants depuis longtemps. Mhm. Quand j'ai quitté Pôle emploi en 2017, c'était il y a 5 ans, ma fille, elle avait 11 ans, mon fils, il en avait 9. Mhm. Pôle emploi, quand on quitte le Pôle emploi, enfin, quand on travaille, on ouvre des droits pour 2 ans de chômage maximum. Mhm. On Ouais. le sait. Moi, j'étais auto-entrepreneur, donc j'avais mes ressources d'auto-entrepreneuriat puisque j'étais formatrice, donc ça allait, mais c'est toute une stratégie à avoir. En ce qui concerne, parce que du coup, je suis passée d'auto-entrepreneur à la société, Tu as quoi comme type de société? une SASU Ouais. Ok. aujourd'hui. Je suis présidente non salariée et Ok. ça aussi, c'est une stratégie à avoir. C'est une Mhm. réflexion. Jusqu'à aujourd'hui, je réfléchis. J'ai une apprentie, par exemple. Mhm. Donc, ce sont des calculs qu'on doit faire. Et en fait, tout le temps, je le dis franchement, sincèrement, j'aime ce que je fais. Je ne laisserai pas Connexus parce que c'est mon bébé. Mhm. Mais je pense que si on m'avait dit, Jennifer, qu'il aurait fallu faire ça, 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 je crois que je ne l'aurais pas fait. Ouais. Alors, il faut presque pas savoir. Ouais, enfin, ça dépend ce qu'on veut faire, en fait. Parce qu'en fait, peut-être que mon projet, au fond de moi, était peut-être trop
ambitieux, trop personnel. Parce que monter un centre de formation toute seule, c'est spécial quand Mhm. même. Et il faut Mhm. du temps, de l'investissement. Je sais que moi, je n'ai pas de matériel spécifiquement à acheter, je ne suis pas un salon de coiffure, j'ai pas toutes ces choses-là. Mais la certification Calliope, il faut la payer. Donc, il faut payer pas mal de choses. Tout est payant d'ailleurs. J'ai déménagé, il fallait repayer un changement d'adresse sur la même certification. Mhm. Donc, mais peu importe. Je peux... et le milieu de la formation professionnelle, c'est génialissime, mais il est devenu très restreint. Ils sont très, très durs sur certaines choses. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Mhm. Beaucoup, beaucoup de temps. Et après, j'ai pas eu de chance non plus. J'ai eu le Covid. Parce qu'en fait, quand j'ai créé Connexus, au moment où j'ai créé, j'avais un contrat. Et quand la création s'est faite, Covid est arrivé. Bonjour Jennifer, je crois que ça va être très compliqué. Notre fournisseur en Italie, il arrête tout. On ne peut Ouais. plus rien faire. Mais du coup, j'ai continué. Et puis, comme on dit, il ne faut pas blâmer une contrariété. J'ai optimisé ce temps pour valider toutes les démarches administratives parce qu'elles prennent du temps. OK. Donc, il faut se faire accompagner et il faut être sûr de ce qu'on veut. Si c'est pour... Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut savoir. Créer, pour dire, ouais, genre, je suis créateur d'entreprise et je suis indépendant, ça peut servir à rien. Pour moi, être indépendant, c'est un statut comme CDI, salarié, fonctionnaire. Mhm. C'est un statut. C'est pour ça que, je ne vais pas le dire comme ça, mais quelque part, j'aime tout. J'y joue pas ma vie, c'est ce que je dis. Pourtant, je me prépare à la fin de ma carrière. Donc, je pense que c'est une réflexion continuelle. Et être accompagné, et même si on a déjà créé, demander de l'aide pour toujours rebondir et s'améliorer. On ne peut pas tout faire tout seul. OK. Alors, on va revenir sur ça, sur l'accompagnement, parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Mais du coup, sur le positionnement Ouais. et sur l'offre, Mhm. qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, tu décides que tu vas, voilà, être uniquement sur le bilan de compétences pour les femmes? Heu, comment tu expliques cela? C'est quoi les ressorts derrière? Voilà. Le sujet de mon post LinkedIn qui doit sortir plus tard. Ah d'accord. Bon, bah, génial. Bon, En fait, on sera en avant-première. c'est ça. En fait, pour le coup, en fait, c'est toute ma carrière professionnelle euh, dans l'insertion professionnelle et socio-pro qui fait que j'ai décidé de faire du bilan de compétences. Parce que le bilan de compétences, l'objectif est de définir un projet professionnel. Ensuite, la méthode, elle peut être différente, entre guillemets, mais Mmh. l'objectif étant de définir un projet. Euh, Qu'est-ce qui fait que je suis arrivée aux femmes? On me demande tout le temps ça. Je suis une femme, j'ai plus de facilité, j'ai vécu des situations de femmes que peut-être des hommes aussi peuvent vivre, Mmh. mais je trouve qu'avec la femme, notre échange est beaucoup plus fluide. D'accord. Une femme aura plus de facilité à se livrer. Vous savez, enfin, comment expliquer? On ne peut pas définir un projet professionnel quand l'aspect personnel ne va pas du tout. On ne peut pas faire semblant. D'accord. Je suis une femme battue et je veux définir un projet professionnel. Je pense qu'il y a une urgence quelque part à traiter, Ah ouais. libérer son esprit pour pouvoir se consacrer pleinement à son orientation. Et c'est ça, en fait. C'est parce que j'ai cette fibre avec les femmes du monde. Peu importe la situation, la perte de confiance en soi ou quoi, ouais, j'ai ce truc-là. Et peut-être que moi, en tant que femme, peut-être que je ne sais pas faire avec les hommes. Je n'ai rien contre les hommes. Je ne sais pas faire avec les hommes Mmh. pour pas fournir un travail en surface, parce que moi, j'aime bien faire les choses bien. Mmh. Je préfère les laisser aux autres, en fait, tout simplement. D'accord. Voilà OK. pourquoi Donc j'accompagne les femmes. OK, donc si je résume, ce que tu sembles dire, heu, c'est que déjà, avoir un positionnement, qui est fort, c'est déjà, en fait, le fait de se dire qu'on va se spécialiser sur ses forces, voilà, sur là où on va pouvoir délivrer vraiment de l'impact, là où on va pouvoir délivrer de la qualité. C'est ça que tu C'est dis. Ce que tu complètement ça. sembles dire, c'est qu'on peut pas être, on peut pas être excellent partout. Mais Donc il vaut mieux, globalement, se positionner déjà sur, des savoir-faire où, pour le coup, de façon naturelle, de façon évidente, en tout cas, heu,
on sent qu'on a un impact, on sent qu'on a une contribution qui est peut-être au-dessus du commun des mortels. C'est ça que tu dis. Mais c'est complètement ça. En plus, j'ai choisi de faire ce métier parce que, tu sais, il y a le milieu médical, rien à voir. Tu vois, le milieu de la santé, ce sont des personnes qui sauvent la vie, des médecins, des chirurgiens, ils sauvent une vie. OK. Un mauvais accompagnement en orientation dans l'insertion professionnelle ou socio-pro peut détruire psychologiquement aussi une vie. La vie est faite de rencontres et ça, j'en suis pertinemment consciente. J'ai rencontré des gens. Ce sont les gens qui m'ont amené là. De la même manière que je rencontre des femmes que j'accompagne, et si mon accompagnement qui dure maximum 24 heures peut avoir un impact sur leur vie et sur leur avenir, eh ben, je suis merveilleuse, je suis super heureuse. Et c'est parce que je l'ai déjà fait que j'ai décidé, en fait. En fait, j'ai déjà travaillé avec des hommes, j'ai travaillé avec plein de publics, mais j'ai senti l'impact que j'avais auprès des femmes et l'impact que j'avais auprès des hommes, tout simplement. OK. Donc, ce que tu dis aussi qui est absolument intéressant, c'est qu'il ne faut pas se blâmer potentiellement quand on est au début de son aventure entrepreneuriale en essayant des choses, puisque c'est qu'en essayant qu'on saura potentiellement si déjà par rapport à ce qui nous fait vibrer, il y a un fit. Et puis, potentiellement, si par rapport aux personnes qu'on accompagne, donc ce que j'appellerais les clients, même si là, pour le coup, c'est un peu galvaudé dans ton cas, mais c'est bien ça. Hein, Ce sont des clients. Ce sont des clients. C'est ceux pour lesquels on va sentir qu'on a un impact plus fort. Donc ce qu'il dit, c'est qu'au départ, on peut se laisser le choix, la liberté de tester, parce que c'est qu'en testant qu'on va finalement véritablement sentir là où on a vraiment de l'impact, là aussi où on a quelque chose qui va nous motiver sur la durée, parce que l'idée, c'est qu'on ne crée pas une entreprise pour quelques mois. Voilà, mais qu'il faut aussi, du coup, rapidement essayer de se spécialiser. Toujours sur le positionnement, là, on a compris que tu t'es positionné parce que, globalement, ça te permet d'apporter de la qualité et de l'impact sur ce pourquoi, entre guillemets, tu es la meilleure, là où tu as développé tes méthodologies, tes approches de façon personnelle et que tu vois le résultat. Mais souvent, on dit qu'il faut se positionner aussi pour se démarquer. Est-ce que toi, tu as ressenti aussi alors, ce qui est intéressant, c'est que cette aventure entrepreneuriale, elle est quand même jeune. Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait aussi un impératif de se positionner pour se différencier des autres ou pas tant que ça? Si. Bon, je vais être honnête avec toi. Moi, je parle à cœur ouvert, hein. Je suis comme à la maison, hein. Si tu veux, pour faire court, le bilan de compétences est devenu un business à part entière. Comme ça, c'est réglé, tout le monde le sait. Tout le monde veut faire du bilan de compétences. Tout le monde devient coach certifié. Je fais des bilans de compétences. Ça, c'est leur histoire. Donc, du coup, il y a beaucoup de concurrents. Par contre, le fait d'avoir été accompagnée moi-même, hein, c'est ça qui fait que je parle comme ça. Par contre, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des personnes, de tout type de personnes. Je dis ça parce que j'ai vérifié, hein, j'ai fait exactement ce que les personnes qui vont faire, les personnes qui vont créer une société vont aussi regarder la concurrence, hein, on est d'accord? J'ai fait exactement la même chose. J'ai regardé le profil des créateurs, j'ai regardé le profil des organismes de bilan de compétences. Moi, je propose un bilan de compétences pour les femmes avec une grosse touche de développement personnel parce que c'est fortement lié. On ne peut pas, encore une fois, orienter quelqu'un à définir un projet professionnel sans mettre en place du développement personnel, sans connaître les métiers qui existent, sans connaître le marché de l'emploi, sans connaître l'ingénierie de la formation, sans connaître les aides et mobilités et mesures qui existent sur le territoire, sans connaître les types de profils. Moi, toute seule, je me vante un petit peu, je me la raconte aujourd'hui, j'ai le droit. Je maîtrise l'ingénierie de la formation, ça veut dire qu'en fonction du profil, je sais quel type de demande de financement autre qu'on peut prétendre et qui va payer la personne. Je maîtrise certains publics. Quand je dis certains publics, je parle des publics éloignés de l'emploi, clairement. J'ai 10 ans d'expérience dans le domaine de l'insertion socio-pro. J'ai une connaissance sur les métiers, même si les métiers évoluent et qu'il y a des nouveaux métiers qu'on ne connaît pas. Mais c'est quand même quelque chose que je suis sûre et certaine
que mes concurrents n'ont pas. Mmh. Voilà. Souvent, si tu regardes les organismes, quand tu regardes ce qu'ils font, ah ben j'étais, je sais pas moi, directrice de ressources humaines, et puis j'ai coaché quelqu'un, j'ai fait une formation de coach et me voilà, coach en bilan de compétences pour femmes. Mmh. Mais être coach et être accompagnateur en bilan de compétences, ce n'est pas la même chose. Mmh. Voilà. Donc, voilà, OK, c'est la OK. parenthèse. C'est clair pour moi. C'est très intéressant. Du coup, ça veut dire que, parce que peut-être qu'il faut qu'on rembobine un petit peu, pourquoi ça va être intéressant, que tu aies cette vraie, différenciation par rapport à tes concurrents. C'est qu'on comprenne aujourd'hui, quel est ton business model, parce que, finalement, les femmes que tu accompagnes, est-ce que tu as une offre, ou plusieurs offres? Est-ce que c'est elles qui payent, pour ces offres ou est-ce qu'il y a un tiers payant? Voilà, donc comment ça fonctionne? Et peut-être que ça te permettra aussi d'expliquer comment tu as construit aussi ton offre, même si on va voilà, même si positionnement et offre, c'est pas la même chose, mais expliquer, en termes d'opportunités, j'imagine business, parce que tu disais qu'il y a de l'opportunité business sur le bilan de compétences, mais Oui, aussi peut-être de l'opportunité aussi par rapport à qui tu es et tes compétences aussi à toi. étant certifié Calliope, comme mes concurrents, nos formations sont éligibles au CPF et au financement public. D'accord. 100%, c'est pas 99, c'est Mmh. 100% de mes clientes se font financer leur formation. D'accord. Voilà. C'est soit le CPF, soit le Pôle emploi, soit l'OPCO. Quand une personne est salariée, elle peut bénéficier d'un bilan de compétences et c'est son OPCO qui finance. Donc, ça veut dire OK. que c'est transparent pour la personne. Elle ne paye pas, en gros. D'accord. Enfin, OK. sauf en CPF, c'est son argent, Oui. mais voilà. Oui. Donc, Oui. c'est comme ça que je me suis, que je me fais financer mes Ouais, formations. c'est ça ton business model. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, OK. Je ne prends, en général, j'ai toujours un moyen de faire financer. Ouais. Et donc maintenant c'est plus clair. Donc ça veut dire que, heu, tes concurrents et toi, vous parlez à plusieurs personnes. De temps en temps, tu parles peut-être à des RH, j'imagine. Des fois, tu parles directement à Oui, tes cliente. clientes ou comment ça se passe toi aujourd'hui? C'est plutôt Aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui te trouvent, c'est plutôt grâce à ton réseau, grâce au bouche à oreille, c'est ça. ouais, Elle me trouve parce que je parle beaucoup sur LinkedIn, ouais, clairement. ouais. Mmh. J'aimerais bien impacter les entreprises. Mmh. J'ai quand même été contactée par une association dernièrement, et du coup, je mets en place des bilans de compétences pour, des personnes qui travaillent en IAE. Mais c'est souvent les clientes directement qui viennent à moi. Moi, je poste sur LinkedIn. La semaine prochaine, je vais participer à un salon, le salon professionnel. Donc, c'est un salon, pour l'orientation professionnelle des femmes. D'accord. Donc, j'essaye de bouger un petit peu, mais heu, mon coaching, parce que comme j'ai dit, je me fais coacher, cet accompagnement, il est tout frais. Donc, là, les choses vont commencer à porter leurs fruits. D'accord. OK, Mmh. excellent. OK. Juste pour terminer, sur toi, sur cette partie, positionnement et offre, est-ce que, donc on a compris sur le positionnement, ce que tu as dit, c'est que le positionnement, c'est intéressant à la fois de façon, heu, affirmative et puis de façon aussi de se différencier. C'est-à-dire affirmative, c'est que ce que tu dis, c'est que pour toi, il est essentiel très rapidement, même si au départ on va un petit peu s'aventurer, de trouver, heu, les concepts, les éléments où à la fois, soit on va se réaliser, mais surtout on va avoir un impact sur l'autre et que c'est très difficile, et c'est peut-être illusoire de penser qu'on peut être, excellent, sur tout et partout et il faut être capable de, choisir et choisir, c'est renoncer et ce que tu Mmh mh. dis, toi, c'est un petit peu que, il ne faut pas avoir peur de se spécialiser, parce que en se spécialisant, c'est là qu'on va apporter le plus de valeur, qu'on va vraiment comprendre, enfin qu'on va avoir le plus d'impact. Quand tu parlais tout à l'heure de ce que tu es capable d'apporter, tu parlais un petit peu de ton offre qui était un petit peu exhaustive, à la fois sur l'approche du développement personnel, sur l'approche un peu de la connaissance des métiers, et cetera. Le fait que demain que tu le fasses en focus sur les femmes,
ça veut dire que tu pourras aller encore plus loin parce que tu vas te dire, qu'est-ce que je peux apporter en développement personnel pour les femmes, qu'est-ce que je peux apporter pour les femmes au niveau des métiers, etc. Donc, c'est le fait de se spécialiser aussi, ça te permet qualitativement d'améliorer ton offre, c'est ça? C'est complètement ça. Ouais. Quand je travaillais au Pôle emploi, les personnes, elles postulaient, elles me disaient, j'ai envoyé son CV, mais personne ne me répond. Ouais. Postuler partout, c'est postuler nulle part. OK. C'est ma façon de penser. Moi, je pense que parler à tout le monde, c'est parler à personne. D'accord. Par rapport à moi, c'est important d'essayer. C'est important de tâter le terrain. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on va apprendre. C'est les échecs qui font nos réussites. Si on n'essaye pas, on ne saura pas que c'est ce qu'on aime faire. OK. Moi, j'ai testé plein de trucs. J'ai été formatrice, j'ai mis en place des formations en hygiène alimentaire pour des bénéficiaires du RSA, pour des publics, tout public, entre guillemets, public de base. J'ai fait plein de trucs. J'ai été prestataire, j'ai fait des ateliers. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, j'interviens dans un centre de formation pour mettre en place des ateliers de techniques de recherche d'emploi. Ça me va, mais c'est ponctuel. OK. Si ça prend même pas 5% de mon temps annuel. Mais si ça devait en prendre plus, j'aimerais pas. Ouais, je comprends. Voilà. Je pense qu'il faut essayer. Par contre, après, il faut savoir se poser des questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je fais ça pour l'argent uniquement? Parce que c'est la vérité, on peut dire ce qu'on veut, mais la plupart des personnes qui veulent entreprendre, il y a aussi un gros aspect financier. Et ça, il ne faut pas mentir, il faut être honnête avec soi et avec les gens directement. Et si on n'y arrive pas tout seul, faire appel à un prestataire pour être accompagné sur son repositionnement, sur sa façon de vouloir les choses. Parce qu'aujourd'hui, je le sens bien. J'ai fait plein de choses. Ça m'a permis d'être là et de parler avec toi clairement comme ça. Mais le fait d'être accompagné, malgré le fait que Connexus existe depuis 2 ans, fait que, c'est bizarre, mais on dirait que ça vibre positivement autour de moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais. Mais je sens une émulsion assez positive depuis que j'ai décidé. Mais j'ai décidé ça parce que j'ai fait les autres choses. J'aurais pas fait les autres choses, j'aurais pas décidé. OK. Il faut Excellent. tester. OK. Sur ton offre, comment tu as réussi à structurer ton offre? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été un parcours? Où est-ce que tu en es aujourd'hui sur cette offre-là? Est-ce que tu as des conseils, des astuces à partager? Alors, même si les personnes qui nous écoutent ou nous écouteront ne sont pas forcément dans le secteur de la formation, ni dans le secteur du bilan de compétences, ni dans les services, mais est-ce que par rapport à, en commençant d'abord par ton offre, est-ce que tu arrives après à tirer des grandes conclusions en te disant, voici ce qui me semble important quand même aussi sur la structuration de son offre en tant qu'entrepreneur? Par rapport à son offre, déjà, quand on fait une offre, c'est qu'on répond à un besoin. Il faut, quand c'est marrant parce que quand j'ai créé Connexus en 2020, tout Connexus, mais de A à Z, c'était à mon image. Je ne répondais à rien, ni à personne. Je disais que je faisais des bilans de compétences et tout. J'ai eu des clients, mais je ne répondais à personne et c'était à mon image. Et aujourd'hui, j'ai développé, j'ai restructuré et aujourd'hui, je réponds à un besoin. J'ai créé 4 parcours et il y en a un 5e en stand-by. D'accord. 4 parcours pour 4 types de profils, 4 besoins différents, j'ai envie de dire. OK. Et le parcours qui sera choisi, il sera mis en place en fonction d'un rendez-vous qui aura eu lieu. Et on va choisir ensemble lequel qui est le plus adapté en fonction de la personne. Donc, du coup, je réponds à un besoin d'une cliente. Si elle est totalement perdue, si elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, mais qu'elle n'est pas... Le totalement perdu, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas bien. Sinon, elle peut ne pas trop savoir ce qu'elle va faire, elle a déjà bossé ou autre. Sinon, j'ai une autre offre pour les gens qui savent, mais qui ont besoin d'avoir une petite impulsion, un petit coup de pied. C'est ça, ouais. Le dernier, c'est le dernier parcours que j'ai mis en place, c'est pour toutes les femmes qui ont eu un arrêt, par exemple congé mat, et qui veulent se repositionner sur un métier qu'elles ont exercé. Mais au bout de 3 ans ou 1 an, elles ne savent plus comment chercher un boulot. Donc, c'est un tout petit parcours. Donc là, effectivement, on se repositionne. Et pourquoi définir un projet professionnel? Parce qu'après un arrêt,
on a besoin quand même de se poser des questions. Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Bon, peu importe. Et en ce qui concerne le prix, j'étais pas chère. C'était clairement pas cher. J'étais dans les prix justes, selon moi, par rapport à mes concurrents. Mais j'ai réalisé mon potentiel et ma valeur sur le marché. J'ai réalisé que j'ai une expertise. Donc, j'ai augmenté mes prix. D'accord. Depuis peu. OK. Et je l'assume grandement. Ouais. OK. Voilà. Alors, tu nous dis beaucoup de choses intéressantes. Ce que tu dis, si je peux synthétiser, c'est que en fait, on peut commencer par définir son offre par rapport à soi. C'est à la fois un avantage, mais un risque. L'avantage, c'est que si on définit son offre par rapport à soi, si on arrive à résoudre avec son offre des problèmes qu'on a soi, potentiellement, si ça a son image et qu'on a l'impression que cette offre, potentiellement qu'il y a d'autres soi comme nous. Donc, c'est assez intéressant. Mais ce que tu dis, c'est qu'il faut peut-être à un moment donné dépasser ça pour être capable de vraiment considérer tous les types de besoins auxquels il faut répondre pour pouvoir structurer son offre. Voilà, donc c'est ce que tu as fait. Le deuxième point que je trouvais hyper intéressant, c'est que le fait que tu sois segmenté et que tu aies décidé de renoncer aux hommes, ça fait que finalement, ton offre, elle est encore plus pertinente parce que tu vas pouvoir créer des offres qui sont vraiment centrées sur ta cible. Par exemple, on sait que l'interruption de carrière, c'est plutôt quelque chose qui est vécu par les femmes, notamment lié à la maternité, notamment, que plutôt par les hommes. Donc, ça te permet, en ayant vraiment ciblé un segment très précisément, ça te permet de développer des offres où tu vas aller au plus proche des problématiques de ce segment-là. Et donc, de clairement continuer à travailler ta différenciation. Donc, ça, c'est assez passionnant. Et ce que tu dis aussi, ça, c'était la troisième chose qui était assez passionnante, c'est que finalement, le positionnement de son offre doit se faire par rapport à une concurrence, mais doit se faire aussi par rapport à son expertise. Ce que tu dis, c'est qu'au départ, de façon assez naturelle, tu as positionné ton offre en se disant, il faut que je sois dans le marché. Voilà. Mais que petit à petit, tu t'es rendu compte que la valeur que tu apportais n'était absolument pas, était supérieure, si on peut le dire comme ça, à l'offre moyenne du marché. Et donc, le fait d'augmenter ton prix, c'est deux choses. C'est premièrement le fait d'avoir une juste rétribution par rapport à ton expertise, mais aussi c'est un marqueur parce que ça permet potentiellement à tes clients, à tes clientes, pour le coup, de comprendre que, pour le coup, on est sur quelque chose qui est plus qualifié parce que cela coûte plus cher et tu arrives à le démontrer par le discours que tu auras quand elles t'auront au téléphone ou par mail ou par la prise de parole que tu as sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. C'est ça, hein? Mais c'est complètement ça. Tu sais, je me fais des fois, on me contacte, c'est marrant, les gens ils dénoncent, mais ils dénoncent ça, ils viennent me dénoncer à moi comme si ça me regardait. Ouais. Si tu vois un bilan de compétences, clairement, qui coûte, je vais te dire une bêtise, 1 300 € pour 24 heures, pose-toi des questions. Pour moi, c'est pas juste. 24 heures, 1 300 €, c'est impossible. Moi, j'ai entendu des bilans de compétences qui se faisaient genre sur des applications. C'est pas ça un bilan. Enfin, c'est pas ma façon de voir le bilan de compétences. Peut-être que c'est moi qui me trompe de combat, je ne sais pas. Mais je suis sûre que ce que je fais, ça a de l'impact. C'est le plus important. Et quoi qu'il en soit, la définition d'un projet pro, c'est l'objectif. Donc, je suis en plein dedans. Mais ouais, il faut faire... si tu es un expert sur quelque chose, tu peux pas rabaisser tes prix pour te mettre au marché, entre guillemets. Je comprends. Moi, j'ai des leviers de financement. J'aurais pas eu ces leviers de financement, peut-être que je ne te parlerais pas comme ça. Moi, mes formations sont toutes finançables. Et clairement, même moi, je te le dis, je préfère financer quelque chose un peu plus cher, mais je suis sûre de la qualité, que de financer quelque chose un peu moins cher pour faire des économies, mais que finalement, il faut recommencer par la suite. Et même dans la vie de tous les jours, demain, on achète je vais dire une connerie, on achète un canapé à 500 €, on va se dire, il est très bien, et nanana. Dans 2 ans, il faut racheter. Et si tu avais mis peut-être 1 000, 1 200 €, tu ne serais pas en train d'en racheter un autre. C'est un truc, c'est tout bête, ce que je dis. Ouais, je comprends. OK.
Super. Avant de passer sur l'autre optique, bon, on a fait pas mal de, pas mal de points sur toi, mais je pense que ça aura permis aussi de donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et puis aux personnes qui verront le replay un peu aussi ton histoire personnelle. Et c'est toujours intéressant d'avoir ça parce que c'est vraiment du concret. Je voulais savoir si le fait que tu es, avec l'aide d'ailleurs de quelqu'un qui t'accompagne, bien défini ton positionnement et ton offre, est-ce que tout est plus simple, notamment dans ta communication? Alors, tu as dit que tu es présente sur LinkedIn. Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir un positionnement et une offre, ça permet d'éviter la page blanche, de ne pas savoir ce qu'on va dire? Ça permet d'attirer à soi les bonnes personnes plutôt que le tout venant? Voilà. Est-ce que tu peux raconter un petit peu, toi, le fait d'avoir cette clarté au niveau de la définition de ton positionnement et ton offre? C'est quoi les impacts et les impacts indirects que tu n'aurais même pas imaginé? Le fait d'avoir décidé de travailler que pour les femmes et de mettre en place des bilans de compétences pour les femmes fait que, effectivement, c'est beaucoup plus simple pour moi de parler sur LinkedIn. Je parle beaucoup sur LinkedIn. Hein. Okay. C'est beaucoup plus simple. Ça veut dire que je peux prendre un sujet, peu importe, je peux dire métro, boulot, dodo, et ça y est, je te fais un post, moi en tant que femme, comment je vis la chose, je peux poser des questions. Ouais. Je peux parler j'évite de parler d'outils, parce que tout le monde parle des outils, tout le monde parle de l'ikigai, tout le monde parle d'un tas de choses, BTI, tout le tralala. Ouais. Tout le monde les utilise, mais c'est pas ça ma force. Je comprends. Donc, moi, je vais parler plus des choses de tous les jours. Je sais pas, moi, là, le post, mais j'ai eu une page blanche, hein, c'est pas facile non plus. Parce que il faut être inspiré pour écrire et il faut savoir qu'est-ce qu'on va dire. Et pourtant, tout est sujet. Ouais. Je suis désolée, moi, un truc tout bête, je pourrais écrire un post. Moi, mère célibataire, il faut que j'emmène tout le temps mon fils couper ses cheveux, mais ça me gonfle, moi. Ou moi, mère célibataire, je peux pas être présente. Enfin, j'ai pas le rôle de père. Et par exemple, mon fils, il a un sentiment de manque quand il va à ses matchs de foot que je ne peux pas combler. Et tout est sujet, en vérité. Mais faut juste se dire, bon, ben, je vais faire un post avec ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est plus facile parce que les gens qui vont venir nous lire, nous écouter, eh ben forcément, ce sont des femmes. En tout cas, vu que c'est ma cible, c'est la femme qui va m'écouter. Après, il y a des hommes qui sont dans ma communauté, qui me soutiennent, qui me disent « Ah, c'est génial, Jennifer !» Il n'y a pas de souci. Mais c'est plus… Une fois que tu as ciblé ton positionnement, ton offre, tu sais ce que tu veux, tu sais à qui parler. Déjà, il n'y a même pas… Tu sais, quand tu écris… l'écriture inclusive et tout le tralala, là, on s'en fiche. On parle qu'aux femmes. Donc, déjà, c'est beaucoup plus simple. Ouais. La fainéantise, tu sais. Oh, mais génial. OK. Bon, bah, écoute, il nous reste 10 minutes. Alors, c'est pas complètement équilibré entre les deux. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Je suis dispo là. On ne s'ennuie pas en bonne compagnie, mais on va respecter le timing. Je voulais qu'on parle maintenant, même si tu ne vas pas livrer les secrets de tes bilans de compétences, mais voilà, quand on a échangé avant de faire le webinaire, je te disais que dans notre communauté, on a pas mal de femmes qui sont demandeurs d'emploi et qui sont porteurs de projets et qui ont des interrogations parce que c'est un grand saut dans l'inconnu, l'entrepreneuriat. Comment toi, tu approches les femmes que tu accompagnes qui ont un désir de quitter le monde du salariat et qui veulent aller dans l'entrepreneuriat? Ça sera ma première question. Et ma deuxième question, même si on ne peut jamais généraliser et même si tout accompagnement est un accompagnement personnel, est-ce qu'il y a un petit peu des marqueurs forts où, quelque part, c'est un peu violent ce que je veux dire, mais ce serait, bon, tu vises l'entrepreneuriat, mais stop, entre guillemets, c'est pas fait pour toi ou pas fait pour toi aujourd'hui. Voilà, donc, voilà. Ouais, bon, on va revenir à la première question qui était comment je vais pour parler avec ces femmes. Souvent, ça arrive souvent que les personnes pensent aussi à l'entrepreneuriat, même en bilan de compétences. Parce on peut faire un bilan de compétences et au final, il s'avère que la personne, elle a envie d'être entrepreneur. Et évidemment, je les oriente vers un accompagnement.
parce qu'être entrepreneur, c'est une préparation. Il ne faut pas faire la folie comme Jennifer, hein. Il ne faut pas faire ça. Il vaut mieux se faire accompagner un minimum. Parce que quand je te dis ça, je n'ai pas fait de business plan, je n'ai strictement rien fait, hein. Ouais. Voilà, moi, c'était, allez, on fonce. Ouais. Mais ça m'arrive, j'en ai beaucoup, mais il y a toujours la phase, pour ma part, puisque ce sont mes clientes, elles font toujours un bilan de compétences avant. Par contre, je connais du monde aussi dans ma vie personnelle, je connais du monde. Je pense sincèrement aujourd'hui que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut être prêt, il faut être patient, il faut savoir accueillir l'échec pour pouvoir avancer. Il faut savoir rebondir. C'est vrai que si on est dans une problématique personnelle ou si on n'a pas forcément du soutien, après le soutien, tout est relatif, hein. Moi, je me construis entre guillemets seule. Ça ne me tue pas, mais ça dépend du mental de chacun. Mais je pense sincèrement, mais sincèrement, après, il y a 2 types d'entrepreneuriat. Soit tu es auto-entrepreneur, soit tu es chef d'entreprise. On est d'accord. Auto-entrepreneur. Je te laisse développer. Ouais, tu es auto-entrepreneur en fonction du métier, mais tu machin. Enfin, auto-entrepreneur, tu travailles pour toi, entre guillemets. Chef d'entreprise, tu crées une société et tu travailles pour la société. J'étais auto-entrepreneur, je travaillais pour Jennifer et Lunaka. Je suis chef d'entreprise de la société Connexus. Tout ce que je fais, c'est pour développer Connexus. Même si on me dit tout le temps, mais Jennifer, Connexus, c'est Jennifer. Pourquoi tu dissocies? Non, Connexus est une société à part entière. Je suis présidente non salariée. Je travaille pour Connexus, entre guillemets. Et en fait, quand on est chef d'entreprise et qu'on veut développer, c'est là le plus compliqué. Parce qu'il faut une histoire de comptabilité, il faut une gestion, il faut l'administratif. Enfin, je suis désolée, moi, je découvre un peu plein de choses. Je viens de prendre celle-ci qui est CRM. Je viens de signer avec Optree Team, qui est mon logiciel qui va me permettre de travailler sur mes formations. Enfin, voilà, j'ai fait plein de choses. J'avais pris des abonnements dont je n'avais pas besoin. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment... Il y a 2 aspects de l'entrepreneuriat. Pour moi, il y a vraiment 2 aspects, il faut en avoir conscience. Auto-entrepreneur, je travaille par-ci, par-là, j'ai ma liberté. Je ne suis pas forcément dans une vibration de suite de développer et de développer. Par contre, je crée une société. Pour moi, on est dans une autre affaire, en fait. OK. Pour moi, c'est différent. OK. Revenons quand même sur tes accompagnements et les femmes que tu accompagnes qui te disent où on sort. Alors, c'est quoi en général? À la fin du bilan, on se rend compte que finalement, le métier qu'elles doivent embrasser, c'est finalement, c'est pas vraiment un métier, mais en tout cas, la voie qu'elles doivent embrasser, c'est cette voie de l'entrepreneuriat. Comment en général, on arrive à cette conclusion? Bon, il y a tout le parcours qui est mis en place. Et au final, c'est effectivement lorsqu'on fait l'adéquation entre l'équilibre de la vie perso et professionnelle, en fonction des aspirations, on peut choisir ce statut. Une fois qu'on a défini ce statut d'auto-entrepreneur ou avoir, hein, mais en général, c'est plus, on ne se dit pas je vais devenir auto-entrepreneur ou je vais créer une SASU, une SARL. Hein. On reste vraiment, j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie de faire ça. Ça peut m'arriver de dire, bon, vu que c'est ce que tu veux faire, peut-être qu'il faudrait essayer par l'auto-entrepreneuriat. Ça arrive, hein, mais la plupart du temps, on fait ça, parce que l'auto-entrepreneuriat, c'est comme un test, entre guillemets. Je comprends. Mais c'est souvent vraiment vers la fin du parcours en bilan de compétences. Moi, quand je fais mes accompagnements, on s'arrête juste à la définition et à la validation du projet. Tu veux devenir indépendante pour mettre en place ça. Point final. Par contre, en ce qui concerne le statut, le business plan et tout le tralala qui va avec, c'est pas moi. Bien sûr. Voilà. OK. D'accord. Et est-ce qu'il t'arrive au contraire d'avoir des personnes qui te disent qu'elles veulent à tout prix être entrepreneurs et que dans ton parcours de bilan de compétences, qu'il y ait des éléments où, de façon implacable, tu te rends compte que ça risque d'être
compliquée ou est-ce que ma question n'a aucun sens Non, elle a du sens. Mmh. Elle a clairement j'ai un exemple. J'ai un exemple. Je connais quelqu'un qui s'est dit: «Je vais vendre des box OK. capillaires. Elle est en métropole, je veux vendre des produits brésiliens et tout le tralala». Elle se OK. crée son statut d'auto-entreprise. Qui dit box capillaire, ça veut dire que je vais dépenser de l'argent chez un fournisseur et je vais Mmh. dépenser de l'argent pour des Achat-revente. soins. Ouais. Sauf que quand on encaisse un chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur, on ne déduit pas les charges. Tout à fait. OK. Quand elle a créé, elle avait déjà fait des trucs, elle a déjà été sur Canva faire 2-3 petits templates, des modèles, tout ce qu'il faut. Et puis après, elle a décidé d'appeler un fournisseur et elle m'a dit: «Mais c'est trop cher?» Parce qu'en fait, la personne avait déjà pris l'argent de l'ARS, Pôle Mmh. emploi, il n'avait Ouais. pas gardé les sous en fait. «Mais Ouais. c'est trop cher, moi je peux pas faire ça et nanana, nanana». Et au final, bah, il y a plus ça n'a jamais existé en réalité, en fait. Ouais. Le projet n'a jamais existé. Donc ce sont des personnes, ça peut arriver, heu, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et au final, on se rend compte que c'est pas possible. C'est pas possible parce que financièrement, on n'a pas l'argent, parce qu'on n'a pas la solidité aussi, parce qu'on n'est peut-être pas stable, parce qu'on n'est pas prêt. Des Mmh. fois, le projet, il peut être génialissime. Mmh. Des fois, les choses sont super bien, mais des fois, il faut être prêt et puis des fois, ça demande une réflexion. Il y a des choses qui peuvent pas se f il faut pas blâmer une contrariété. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, tu le feras. OK. Excellent. Et j'ai une dernière question pour toi, puisqu'on arrive à la fin. Est-ce que tu penses que, le bilan de compétences, ça pourrait être, enfin, alors évidemment, c'est une question un peu difficile à répondre parce que tu peux n'être que subjective, mais est-ce que dans la voie de l'entrepreneuriat, le bilan de compétences pour toi, c'est quelque chose qui est absolument obligatoire? Ou dans quel cas de figure pour toi, ça peut être, absolument obligatoire de le faire? Moi, en Mettre en l'occurrence, par exemple, je suis entrepreneur, je suis même chef d'entreprise, parce que effectivement, tu parlais tout à l'heure de la différence en tout cas, entre auto-entrepreneur et chef d'entreprise, mais moi, ça m'a fait très, très peur de me lancer dans l'entrepreneuriat, de devenir chef d'entreprise, mais j'ai pas fait de bilan de compétences, j'en ai jamais fait. Voilà, dans quel cas tu penses, pour quelqu'un qui envisage l'entrepreneuriat, que ça peut vraiment avoir du sens, que c'est même obligatoire? le bilan de compétences pour quelqu'un qui veut absolument devenir chef d'entreprise, c'est pas la prestation la plus appropriée, OK. clairement. J'avais pensé à mettre en place un bilan de compétences pour les potentiels créateurs. Non, non, c'est pas ma force, parce que ça veut dire qu'il faut que j'aille encore plus loin et que j'aille jusqu'au business plan ou autre pour faire des accompagnements à la créa. D'accord. Donc ce n'est pas un bilan de compétences qui doit être mis en place pour les futurs chefs d'entreprise, mais vraiment pas. Mmh. Mais par contre, le bilan de compétences, il est prescrit pour tout le monde, même un chef d'entreprise, hein. Mmh. Demain, toi, Manuel, tu es là aujourd'hui, mais que tu songes à changer, peut-être, à retourner au milieu du salariat ou que peut-être tu te dis: «Bon, ben aujourd'hui, je fais ça, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire en plus?» Mmh. Par exemple, moi, là, j'ai décidé de reprendre des études pour devenir psy. J'ai pas besoin d'un accompagnement à la créa, j'aurais eu besoin d'un bilan de compétences pour impulser mon projet. Mmh. Je Donc c'est comprends. plus qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui va amener un bilan de compétences ou pas. OK. Chaque prestation a sa place. OK. Voilà, le bilan OK, de OK. compétences, c'est pour les personnes qui se posent des questions sur leur orientation, sans parler de chef ou pas chef ou indépendant. OK, Voilà, top. c'est plus ça. Bon, ben, on arrive à la fin de notre échange. C'est un peu le moment, l'instant pub pour, celles qui ont regardé le webinaire et puis celles et ceux qui regarderont le replay. Bah, est-ce que tu peux, voilà, nous dire où est-ce qu'on peut te trouver? Éventuellement dans le chat aussi, nous laisser les informations, voilà, autour de Connexus, autour de toi, pour qu'on Voilà. t'aide, à nous aider, à t'aider à élargir ta communauté. Donc, et puis tu es sur LinkedIn, sous ton nom, Oui, j'imagine? Ouais, c'est ça. Il OK. faut je suis très, très active sur LinkedIn, mais extrêmement active. Ouais, Allez sur mon site, ou alors, m'appeler au 06 58 31 86 55. Mais juste sur mon site ou LinkedIn, vous avez mon nom, juste avec le nom de l'entreprise, on peut me trouver. J'ai mis, mon lien Calendly pour prendre un rendez-vous en visio, gratuit.
Je précise quand même. Ouais. Voilà, mais sur LinkedIn, je pense que ça fait l'affaire. OK, Après, je vais très bien. rajouter quand même mon numéro de téléphone parce que je fonctionne aussi beaucoup par WhatsApp. OK, Voilà. Mais top. oui, non, il y a pas de souci. Je suis Génial. disponible. Bon, bah, Jennifer, c'était un plaisir absolu de t'avoir à bord sur cette thématique qui est passionnante et qui est vraiment essentielle Il y a pour les beaucoup de choses à dire entrepreneurs. toujours. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. On s'était dit en intro que peut-être qu'on resterait une demi-heure. Finalement, on a fait Mouais, l'heure complète. Merci pour ces partages, pour cette ouais, double merci. optique aussi de ton parcours, toi, d'entrepreneur, et ton parcours pour la définition de ton positionnement et ton offre. Et puis, du regard que tu as pu porter sur voilà, les personnes que tu accompagnes. Euh, voilà. Encore un merci infini d'avoir accepté de nous témoigner ton expérience. Merci d'avoir partagé tes coordonnées. Donc, pour ceux qui sont connectés, voilà, suivez Jennifer, allez sur son site web, allez la Oui, suivre sur LinkedIn, envoyez-lui un petit WhatsApp. Et avec puis, plaisir, ouais. et, et puis on garde le contact, Jennifer. Oui! Voilà. Et puis, merci à ceux qui ont été présents. Et je vous dis à très vite voilà, pour un prochain webinaire. Merci à toi, Jennifer. Merci. Au revoir, à bientôt. Bye bye.